Bonjour, ici Stéphanie Simpson. Cette semaine, aux machines, on reçoit Benoît Laval, qui était de passage au Québec pour la Gaspésia 100, qui aura lieu en fin de semaine prochain. Probablement que quand vous allez entendre l'émission ou la regarder, ça va être déjà passé. Alors, vous allez pouvoir même voir ses résultats, comment il a fait aux 100 km de la Gaspésia 100. Alors, Benoît Laval, c'est un coureur, un entrepreneur, un directeur de course. D'ailleurs, il a déjà même participé à la Barclay. On en a déjà même parlé de cette fameuse course dans d'autres émissions. Alors, il nous en parle dans l'entrevue. Il nous parle de sa passion de la course. Il parle de sa compagnie qu'il a vendue dernièrement au groupe Rossignol. Il nous donne aussi des conseils pour les jeunes entrepreneurs qui aimeraient se lancer en affaires. Bref, une entrevue qui montre quelqu'un avec une très grande ténacité. D'ailleurs, c'est ce qui fait un peu pourquoi que c'est un coureur d'endurance. Alors, les machines sont de retour. D'ailleurs, on n'était pas parti très loin. On a toujours été là, un peu plus en retrait. Alors, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. Si vous avez des questions aussi, ça nous fait toujours plaisir d'y répondre. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur iTunes, sur Facebook. D'ailleurs, j'aimerais ça peut-être revenir sur la course que je vais faire le 24-25 août prochain, l'ultra-marathon du Petit Train du Nord. Dans le fond, une course qui va faire le Petit Train du Nord au complet de Mont-Laurier à Bois-des-Filions pour ramasser de l'argent pour l'Association pulmonaire du Québec. Alors, si vous voulez contribuer soit par vos dons, soit vous impliquer dans la cause, soit venir courir avec moi, alors juste nous laisser un message en privé. Puis, ça va nous faire plaisir de vous donner plus de détails sur l'événement. Alors, cette semaine, aux machines, Benoît Laval. Bienvenue aux machines. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour, bienvenue aux machines. Cette semaine, Benoît Laval. Benoît est de passage à Montréal pour un événement de course à pied. Benoît, tu es entrepreneur, tu es coureur, tu as fait un paquet de trucs intéressants. Je pense que la liste est trop longue pour la résumer. Je vais te laisser la résumer quand tu vas te présenter. Merci d'être là, Benoît. Bonjour, merci. Moi, c'est la première fois que je viens au Québec. Donc, il faut que je m'habitue à la langue quand même. C'est pas tout à fait la même que la nôtre. Si tu comprends pas les questions, on peut répéter. Je vais essayer de pas rigoler quand c'est rigolo pour des Français, mais j'imagine que quand vous venez en France, c'est pareil. Donc voilà. En tout cas, bonne chance en Gaspésie. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, merci d'être là, Benoît. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Donc avant tout, j'ai la passion de la course à pied depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Mon père faisait du marathon, mon parrain faisait du marathon, et donc mercredi, j'étais faire de la course à pied dans une école d'athlétisme. Et puis j'y suis retourné le samedi, et puis après j'y suis allé 4 fois par semaine, et puis 5 fois, puis un peu plus. Donc j'ai 47 ans, donc ça fait, si je me trompe pas, ça fait donc 38 ans que je cours. Donc j'ai fait de l'athlétisme, des crosses, du steeple. En fait, j'aimais quand c'était toujours plus long et plus difficile. Je devais peut-être pas avoir une vitesse de base excellente, donc il fallait que ce soit un peu plus compliqué. Et donc après, rapidement, quand j'avais 20 ans, je me suis mis à faire un marathon, puis 2. J'ai toujours eu la passion de la montagne aussi, même si j'habitais pas à la montagne, mais voilà, une semaine de sport d'hiver l'hiver, et puis de rando l'été. Et à 22 ans, je me suis dit j'allais traverser pendant mes vacances les Pyrénées, qui sont une petite trotte en courant de 800 km. Voilà, à 22 ans, donc c'était bien avant l'essor du trail et tout ça. J'avais acheté une tente, un sac à dos. Voilà, j'avais fait ça. Et puis un petit peu plus tard, je me suis mis au trail. Après le marathon, je me suis mis au trail par une course qui faisait 200 km avec 12 mm de dénivelé en 6 étapes. Et puis depuis, donc j'ai pas arrêté de faire du trail. Ça fait donc, je commence à faire du trail donc en 98, ça fait donc un peu plus de 20 ans. Oh. Donc j'ai fait des trails un petit peu sur tous les continents. J'étais en équipe de France de trail il y a une dizaine d'années. J'ai fait 2e au Grand Raid de la Réunion, si vous connaissez, et puis plein d'autres courses. Voilà, ma plus longue, c'était donc 400 km non-stop dans le désert de Gobi en Chine. Mais j'aime bien surtout bien varier les choses. J'ai fait un peu de 100 km sur route. J'ai fait la montée de l'Empire State Building ou de la Tour Eiffel en courant. Ouais. Oh. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que ça change. Et puis c'est un bon prétexte à voyager. Et donc là, effectivement, je voulais faire un 100 miles en mai ou juin. J'avais regardé un peu le calendrier parce que j'ai plein d'autres choses à côté.
Et voilà, en Gaspésie, il y avait un 100 miles. Je me suis dit, ce sera un bon prétexte pour venir jusqu'au Québec, où j'étais jamais venu. Voir les cousins. Voilà. Finalement, je vais pas faire le 100 miles parce que je suis pas suffisamment entraîné, mais je vais aller faire en 3 jours, à peu près une petite centaine de kilomètres. Donc ça, c'est pour le côté sportif. Le côté professionnel, eh ben, j'ai réussi. J'ai eu la chance d'associer ma passion de la course à pied à mon métier d'ingénieur textile en créant une marque qui s'appelle Red Light. Donc des vêtements, des sacs à dos, des chaussures pour faire du trail. L'entreprise fait aujourd'hui à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui doit faire à peu près 16 millions de dollars canadiens, si j'ai révisé, et 50 salariés. Et voilà. Et donc une entreprise que j'ai créée en 99, donc ça a mis 20 ans pour en arriver jusque-là. C'était aussi une longue course d'endurance. Et personnellement, j'ai franchi la ligne d'arrivée il y a 2 ans, puisque j'ai donc vendu l'entreprise au groupe Rossignol. Et donc, je suis parti de cette entreprise il y a 3 mois. Ah ouais. Et donc, désormais, je cherche ma voie vers peut-être d'autres choses, d'autres aventures professionnelles que je ne connais pas encore. Mais je voyage, je fais quelques formations, je rencontre des gens et je verrai ce que je ferai un peu plus tard. Voilà. Très cool. T'es aussi organisateur Ouais. d'une course qui avait lieu la semaine passée. Je sais pas si tu peux nous parler un peu plus. C'est pour juste faire un préambule, parce que les gens d'ici connaissent beaucoup plus la Barkley que... Moi, je suis une fan de la Barkley. Tu as participé à cette course-là? Donc, j'ai participé à la Barkley, effectivement, 4 fois. Donc, cette année et les 3 années précédentes. J'organise des courses depuis une vingtaine d'années et depuis 3 ans, enfin depuis 2 ans, c'est la 3e édition justement ce week-end. J'organise une course qui est sur le même concept que la Barkley, qui s'appelle la Chartreuse Terminorum, donc avec 40 coureurs, un itinéraire non balisé, les coureurs ne connaissent pas l'heure de départ, des livres comme moyen de contrôler qu'ils sont passés au bon endroit. Et extrêmement peu de finishers, puisqu'en 3 ans, on n'a pas eu de finisher du tout. Voilà. Mais je crois que cette année, il y a eu 2 personnes qui ont fait 3 tours. Voilà, donc c'est une aventure qui prend du temps. À la Barkley, ça a pris 3 ans pour que quelqu'un fasse 3 tours, ça a pris 10 ans pour que quelqu'un fasse 5 tours. C'est aussi un apprentissage collectif où chaque année, les coureurs apprennent à mieux gérer les choses, apprennent les sentiers, apprennent aussi mentalement à aller un petit peu plus loin, comme un record. Le record du marathon, il est pas arrivé à 2h02 d'un seul coup. Il y a quelqu'un qui a fait un jour 3 heures, puis après un autre qui a fait 2h50, puis 2h40, et tout ça, ça vient au fur et à mesure. C'est un petit peu pareil psychologiquement. Et donc cette année, on a eu la première femme qui a réussi à faire un tour dans les temps, et effectivement 2 coureurs qui ont fait 3 tours. Un qui est parti sur le 4e tour. Voilà. Il y a 2 ans, à la première édition, il y en avait un qui avait fait 2 tours seulement, par exemple. Donc ça progresse. Voilà. Aujourd'hui, on aimerait en général que tout arrive tout de suite, la première année, immédiatement, par Internet, presque les résultats. C'est une course où, pour qu'elle soit finie, on est convaincu qu'elle est finissable. Ça prendra peut-être 5 ou 10 ans, mais voilà. En tout cas, les coureurs progressent, ils y prennent du plaisir, ils sentent cette progression collective et c'est passionnant. Les organisateurs aussi prennent du plaisir. Ouais, donc on est 4 copains à organiser ça. Et ouais, le grand plaisir qu'on y trouve, c'est surtout d'aller chercher des petits sentiers perdus au milieu de la forêt, qui existent depuis des dizaines ou des centaines d'années, puis qui sont plus utilisés, donc ils sont recouverts par les feuilles, recouverts par les arbres qui poussent au milieu, et d'aller les retrouver pour faire passer les coureurs donc sur ces itinéraires vraiment alternatifs. C'est pas sur les grands chemins de randonnée, c'est sur des petits chemins perdus. Donc ça se passe en Chartreuse, c'est des montagnes qui culminent à 2000 mètres d'altitude, ce qu'on appelle les Préalpes, c'est pas tout à fait les Alpes, c'est juste à côté. C'est très escarpé, et il y a beaucoup de forêts. Une forêt avec des arbres qui ont des centaines d'années. Et l'endroit où on l'organise, c'est un endroit où on n'allait pas beaucoup courir avant nous-mêmes, on allait courir sur les sommets, enfin, les chemins classiques. Et en fait, c'est un endroit qui s'appelle le désert de Chartreuse. Et c'est un endroit qui s'appelle comme ça parce qu'il y a un peu plus de presque 1000 ans. Un peu plus de 1000 ans. En 1085, des moines... non, ça fait moins de 1000 ans. Un peu moins. Voilà, la soustraction, c'est pas facile. Je suis coureur à pied, hein, donc compter, c'était en option. T'es ingénieur quand même. Voilà, ouais, mais bon. Donc, ils sont venus s'installer là justement pour chercher la tranquillité, le calme et la solitude.
des moines qui ont fait 2 vœux de solitude. Donc il y a 4 monastères de ce petit carré de 7 km par 7 km où on organise la course. Et ces notions de solitude, de forêt sauvage, de calme, en fait, c'est exactement ce que l'on recherche aussi pour des courses comme la Barclay ou pour la Terminorum. La Barclay, c'est basé sur l'histoire de l'assassin de Martin Luther King qui s'était évadé d'une prison et qui, 60 heures plus tard, avait été repris en faisant seulement 13 km. Donc, ce qui était assez décevant de s'échapper pendant presque 3 jours pour être à 12 km du point de départ. Et donc Laz, l'organisateur, qui aujourd'hui on le connaît avec sa grosse barbe, un petit peu ventrue et comme ça. Je pense qu'il y a 30 ans, il était peut-être comme nous. Voilà, peut-être que dans 30 ans, on aura une grosse barbe aussi. Et qu'on aura pris du poids. Et donc lui, en regardant ça dans un café à la télé, ça passait en boucle, avec son copain Monsieur Barclay, ils se sont dit, en 60 heures, on aurait fait au moins 100 miles. Et donc de là est venue l'idée d'organiser une course qui fasse 100 miles dans cette forêt pour, entre guillemets, réussir à s'échapper de la prison. Donc la course existe depuis plus de 30 ans. Et il y a donc eu 15 finishers en 30 ans seulement. Tous les autres ayant lamentablement échoué. Lamentablement, dont je fais partie 4 fois, voilà. Voilà. Donc c'est une course qui fait 100 miles en théorie, mais qui fait à peu près 200 km aujourd'hui. À peu près 25 000 mètres de dénivelé, non balisé, en tout terrain. Je vais te poser une question, puis tu vas la trouver bête, parce que si tu connaissais la réponse, on se parlerait pas de ça aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu penses qu'est le secret pour terminer des courses comme ça, que ce soit la Chartreuse ou la Barclay? Alors, tout d'abord, il y a quand même une base fondamentale, c'est qu'il faut être capable de faire pour la Barclay 100 miles avec 25 000 mètres de dénivelé en 60 heures. Déjà, en dehors des complexités intrinsèques de la Barclay, déjà, il faut être capable de faire ça physiquement. Faut l'avoir dans les jambes, et voilà. Après, ce qui fait la différence, c'est d'être capable de rester concentré pendant 60 heures. Donc, c'est pas balisé, donc il faut suivre l'itinéraire où l'on va. Il faut évidemment, on retrouve juste du ravitaillement tous les 20 miles quand on repasse au camping. Donc, il faut essayer de concentrer sur son alimentation, sur son hydratation. Et on se retrouve relativement tout seul dans la forêt, donc c'est pas qu'on en a peur. Il faut rester concentré sur l'objectif et notamment sur le sentier qu'on veut suivre. Et la moindre petite erreur d'inattention fait qu'on va prendre la mauvaise pente, alors surtout la nuit, surtout quand il y a du brouillard ou tout ça. On va pas se retrouver perdu, mais on va se retrouver égaré pendant une demi-heure, 1 heure ou 2 heures. Enfin, pour les premiers, il y en a qui s'écartent beaucoup plus longtemps dans les qui sont moins bons, mais voilà. Mais vu que le timing est extrêmement serré, si on perd 2 heures, on les retrouvera pas à la fin et on va s'éliminer. C'est arrivé plusieurs fois, notamment Gary Robbins, Canadien, voilà, qui la première année s'est perdu dans le 5e tour, parce que le 5e tour, en général, on essaie de courir ensemble pendant 4 tours avec d'autres. Mais le 5e tour, il faut qu'on soit tout seul. Si l'un part d'un côté, l'autre le 5e tour doit prendre le sens inverse. Voilà. Il s'est perdu au bout de 4 tours et demi, égaré. Il savait, quand après il s'est bien retrouvé, mais il avait perdu trop de temps pour pouvoir se retrouver. Et donc, la fameuse fois où il a manqué, selon la légende, pour 6 secondes, l'arrivée, voilà, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais il a simplement C'est sa version romancée. À 2 km de l'arrivée, au lieu de tourner à gauche, il a tourné à droite. Il a fait un détour et il a pas pris le bon itinéraire et il a perdu, il arrive en retard à la fin. Ouais. Alors qu'il avait toutes les pages, alors qu'il avait presque fini, mais c'est juste au moment où il s'est déconcentré au dernier carrefour et il s'est trompé de côté à ce moment-là. Donc c'est vraiment une question de concentration. On peut pas se relâcher comme sur un 24 heures, comme sur un 100 miles, comme sur un marathon, à suivre le gars qui est devant nous ou suivre le balisage et ne penser à plus rien. Là, on est obligé de rester focus vraiment sur la course. C'est vraiment ce qui augmente le degré de difficulté de ces courses-là. C'est la difficulté, ouais. Ça prend un bon sens aussi de navigation, là. Faut un bon sens de navigation, c'est pas de la grande course d'orientation où il faut chercher son l'itinéraire le plus rapide, suffit de suivre il faut suivre l'itinéraire qui est marqué sur la carte. Mais effectivement, avec la fatigue, la mémoire, la vision finit par s'altérer. C'est bien 5 fois la même boucle. Ce qui est encore plus frustrant quelque part, ce serait 5 boucles différentes. Je pense qu'on serait plus concentré parce qu'on serait toujours dans la recherche de quelque chose de nouveau.
Mais quand vous en êtes à la deuxième, la troisième, la quatrième boucle, vous connaissez, vous savez où sont les livres. Donc c'est justement là, puisque vous connaissez que l'erreur d'inattention est un petit peu plus forte, quoi. Et voilà. Et c'est étonnant aussi quand on passe le jour ou la nuit dans un sens ou dans l'autre, comme la forêt peut être différente, et comme des éléments qu'on a mémorisés de jour, on a l'impression que c'est un grand chemin, de jour on le voit bien, on passe la nuit, on n'a plus la même vision, on voit plus la même chose, et ça perturbe, voilà. Si, qu'est-ce qui est selon toi le plus difficile, une course d'endurance comme la Barkley, comme les courses de très longue distance, ou être entrepreneur? C'est deux choses différentes. C'est vrai qu'à chaque fois, on m'a souvent posé la question, mais on peut être un très bon entrepreneur sans faire de course à pied. On peut faire de la course à pied sans être entrepreneur. Les deux ne sont, même s'il y a des valeurs communes d'effort, d'entraînement, entre guillemets, d'endurance, de ne rien lâcher. Ça dépend de chacun, je sais pas. Physiquement, faut être capable de courir. Voilà. Il y a des gens qui physiquement, physiologiquement n'auront pas la capacité. Mais être entrepreneur, c'est pas facile non plus. Il y a d'autres pièges. Après 20 ans, là. Il y a d'autres pièges, il y a d'autres choses qui se ressemblent, plein de pièges tous les jours dans lesquels il faut pas tomber. La routine, la croissance, le financement, voilà. Ouais. C'est deux aventures en parallèle difficiles et où il faut en tout cas s'accrocher fortement à l'une comme à l'autre, et qui sont passionnantes où on va y penser le jour et la nuit, 24 heures sur 24, l'une comme l'autre, quoi. Est-ce que le fait d'être un coureur d'endurance facilite le parcours d'entrepreneur, selon toi? C'est pas que ça facilite, mais forcément, ça veut dire que, au fond de ma tête, je suis quelqu'un qui est tenace et qui lâche rien et qui voit les choses sur le long terme. Donc, ça aide. C'est pas une expérience qui nourrit l'autre, mais c'est bien, ça reste les mêmes composantes psychologiques au départ pour réussir à tenir sur la durée. Si tu avais un conseil à donner à des jeunes entrepreneurs qui commencent après 20 ans... Commence à courir. Ça des jeunes entrepreneurs. Long terme. Alors d'abord, je leur dirais, réfléchissez bien, parce que vous allez mettre un petit doigt, puis ça va vous prendre deux, puis la main, puis le bras, puis tout entier. On peut pas le faire à mi-temps ou juste pour le fun. Donc je dirais, réfléchissez bien et ne le prenez pas à la légère, parce que c'est une aventure très très prenante, et voilà. Et puis inversement, je dirais, réfléchissez pas trop non plus. Parce que aucun tableau Excel, aucune étude de marché, tout ça ne vous donnera la solution, ne dira si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Il n'y a qu'une seule chose qui le démontre, c'est de se lancer, de voir. Si ça marche pas, c'est comme ça. C'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas de chance, c'est peut-être pas le bon concept. Mais aucune étude, aucun tableau Excel ni rien ne pouvoir vous donner la solution. Il faut se lancer et voir dedans. Évidemment, il faut beaucoup travailler. C'est comme se jeter à l'eau pour apprendre à nager. Ça demande un gros effort pour y arriver. Voilà. Qu'est-ce qui démarque dans les marchés actuels? Moi, j'ai un client qui, comme toi, a vendu sa compagnie. Lui est à Apple, dans son cas. Tout s'est vendu à Rossignol. C'est un milieu qui est très compétitif, hein? C'est ce qu'on appelle en anglais hit or miss. Tu vas faire un produit, puis c'est un peu comme quand tu arrives à vendre à une grosse compagnie, c'est comme l'équivalent en Amérique de gagner la Coupe Stanley un peu, hein? Ou gagner l'euro en Europe. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui t'a démarqué toi dans les produits que tu as fait, qui a fait en sorte que tu as eu l'intérêt d'une compagnie majeure pour racheter ton entreprise? Red Light, l'histoire, c'est vraiment une histoire de produit. Au début, je suis ingénieur textile, je suis coureur, et ce qui m'a toujours passionné, y compris jusqu'à la fin, c'est de concevoir des sacs à dos avec des poches plus accessibles, que le sac à dos ou le maillot soit plus léger pour que ça améliore la performance, plus confortable pour les coureurs du milieu de peloton qui ont besoin de plus de poches. Tout ça, ça a toujours été d'avoir un produit plus léger, plus ergonomique, qui a fait le fondamental. D'autres peuvent créer des entreprises, des marques sur du marketing, sur des concepts, sur de la mode. Nous, ça a vraiment été la fonctionnalité du produit. La deuxième chose aussi, c'est un petit peu l'image qu'on a su dégager en impliquant
les coureurs et les coureurs et les passionnés au sein de notre marque. Donc en lançant un team qui était ouvert à tous et surtout en étant ouvert à la discussion pour la conception des produits et tout ça, donc avec de l'open innovation. Au début, ça s'est fait naturellement. Du fait, je pense que je faisais de la course à pied, que je vendais par internet, donc ce qui permettait dès 1999. Aujourd'hui, c'est assez classique, mais en 99, c'était moins classique. De vendre à l'arrivée des courses sur des stands, et cette proximité, ce discours, je dirais, enfin, cette discussion, fait que les coureurs nous ont apporté des idées et qu'ils étaient. Voilà. C'était une marque un petit peu différente, beaucoup plus proche des coureurs que les grandes compagnies. Voilà. Donc à la fois un concept de produit et une communication un petit peu différente. Ça aussi, quand on est tout petit par rapport à des très gros, il faut oublier ce qu'on peut apprendre en école de commerce ou tout ça. Surtout ne pas vouloir faire comme font les gros en termes de communication, de marketing, de sponsoring, parce qu'on a 100 fois, 1000 ou 10 000 fois moins le budget. Donc il faut chercher des voies alternatives, des voies originales pour se démarquer. Voilà. Et voilà. Est-ce qu'au cours de ton processus d'entrepreneur, parce que souvent on a beaucoup d'idées les entrepreneurs, puis là tu as eu une idée, tu croyais que c'était vraiment une bonne idée, finalement c'était une très mauvaise idée de produit ou de... Est-ce que ça t'était arrivé à un moment? Non, jamais. Jamais? Non. Non, on oublie les mauvaises idées, mais il y en a eu plein, ouais, des produits qui n'ont pas marché, des trucs qui n'ont pas bien marché, ouais, c'est assez classique. Mais est-ce que tu en as un en tête? Non, là comme ça, j'en ai pas en tête, mais en fait, on sait jamais ce qui va marcher réellement ou pas. Et moi, Red Light, au début, mon premier business plan, mais ça s'appelle comme ça, mais c'était un petit tableau Excel et je pensais qu'au bout de 10 ans, on ferait peut-être 500 000 francs de chiffre d'affaires. Donc 500 000 francs, c'était avant l'an 2000, ça fait 100 000 euros, ça fait donc 160 000 dollars canadiens. Voilà, et qu'on serait peut-être 2 personnes à pouvoir réussir à y travailler. Donc je dirais comme philosophie, j'ai faire étape par étape. Et sans limite, je fais pas un grand plan en me disant je crée une société pour dans 20 ans la vendre à X, Y ou Z, mais d'avancer pas à pas, juste de voir la prochaine étape, comme sur un ultra on voit juste le prochain ravitaillement ou le prochain col. C'est déjà dur de l'atteindre, mais on y va pas à pas comme ça. Et puis par contre je me fixe pas de limite tout au bout. C'est une course sans ligne d'arrivée, faire 100 miles, 200 miles, 400 km. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui a été un peu le point tournant, le tipping point de ton entreprise où tu te dis là, ouais, vraiment, on a du succès dans ce qu'on fait? Est-ce que tu te souviens de cette période-là un peu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ton entreprise a pris un plus grand essor? On n'a pas passé de grandes marches. Voilà. Pendant 20 ans, on a toujours eu une croissance entre 10 et 30%. On n'a pas fait des super croissances, des hyper croissances. Donc non, c'est difficile à dire. On a fait une croissance régulière, il y a eu des grandes étapes, il y a des moments où plein de choses se sont conjuguées au même moment. On a pris une petite dizaine d'années pour se construire. À partir de là, on a changé notre structure du site internet, on a compris ce qui faisait nos forces justement, d'être avec la proximité avec les coureurs. On a commencé à fabriquer des produits, un petit atelier de production en France. On a lancé le team ouvert à tous, c'était une grande étape. Après, la deuxième grande étape, c'est quand on a emménagé à Saint-Pierre-de-Chartreuse en montagne. Donc là, on a construit un bâtiment d'entreprise pour mettre des bureaux où on pourrait donc habiter. Quand je dis on, c'était avec les salariés passionnés en montagne, dans une petite station de ski, et pouvoir aller courir en sortant du bureau ou entre midi et 2. En même temps, on a lancé le concept de station de trail, donc c'est un outil avec des parcours balisés, un site internet, une application qui permet à la fois de préparer son séjour et de pouvoir voir où on en est. Il y a des moments où l'histoire s'accélère, des moments où elle ralentit, mais il n'y a pas de grandes étapes phares. Voilà. Et étant maintenant à la retraite de l'entrepreneuriat, du moins de cette compagnie-là, est-ce que tu souhaites, tu disais tantôt au début d'entrevue que tu as beaucoup d'autres idées, est-ce que tu souhaites y retourner vers l'entrepreneuriat?
Aujourd'hui, en tout cas, je me vois pas redevenir salarié. Bon, faut jamais dire jamais, on sait jamais, ça pourrait être intéressant. Voilà, mais en tout cas, c'est pas ma voie prioritaire. Ouais, créer une entreprise, reprendre une entreprise, dans le sport certainement. Mais voilà, c'est pas. Enfin, c'est pas qu'on sait pas, mais reprendre une entreprise, il faut arriver au moment où elle en a besoin, quelqu'un va souhaiter la transmettre, qu'il y ait une histoire à raconter, une histoire à faire. Dans tout ça, il faut aussi qu'il y ait du sens, et ça peut se faire à côté de chez soi, plus loin, dans le sport, pas dans le sport. Voilà. Mais ça fait que 3 mois que je suis parti, donc je prends quelques mois de réflexion et de vacances. Là, j'ai fait quelques semaines d'études dans des grandes écoles en France, que je suis pas encore tout à fait fini, pour mettre un peu de théorie sur tout ce que j'ai appris en 20 ans d'entreprise, où au début je ne savais que concevoir des produits comme ingénieur et parler au coureur à pied pour lui dire pourquoi mon produit il était bon et que je l'avais conçu comme ça. Donc quelques semaines d'études, quelques voyages. En juillet-août, je vais faire le tour du monde avec ma femme, on va faire en 2 mois, voilà. Et puis après, il sera temps de... Je pense que les choses vont commencer à se décanter. Avec mon associé, on a rencontré beaucoup de gens aussi, et les choses vont commencer à se décanter. Voilà. Cool. Au niveau de la trail, qu'est-ce que tu désires faire dans les prochaines années, ayant été dedans, dans le milieu depuis plusieurs années déjà? J'espère pouvoir continuer de réussir à courir déjà. Parce que quand les années passent, il y a un moment où ça devient plus dur. Là, j'espère que j'aurai pas de problème de genoux, d'ailleurs, voilà. Parce que j'ai encore plein d'idées de trail, ma liste est encore bien longue. Même si aujourd'hui, je suis plus sur des notions de voyage ou d'aventure. Après, j'ai fait beaucoup de trails dans tous les sens, les plus grands, les plus ceci, les plus tout ça. Et aujourd'hui, je suis plus dans une recherche de découverte encore, de choses, puis de voyage, voilà. C'était quoi la course ou l'épreuve la plus difficile que tu as fait à date? Évidemment, tout le monde s'attend à ce que je dise la Barclay. Pas nécessairement. C'était la plus difficile parce que je ne l'ai pas terminée, en tout cas, donc d'un point de vue réussite sportive, voilà. Mais celle qui m'a le plus marqué personnellement et où j'ai le plus en profondeur, ça a été les 400 km du désert de Gobi. Où là, vraiment, pendant 4 jours, on est concentré sur la course à pied. Ce qui était assez particulier aussi, c'est que c'était au GPS. Et en fait, il n'y avait pas de chemin sur la plupart du temps. Et le GPS te dit d'aller pendant 20, 30 ou 40 km tout droit dans cette direction, donc dans une steppe à peu près désertique, voilà. Et donc tu cours en ligne droite vers la ligne d'horizon. Et de proche en proche, ça se rapproche, mais c'est voilà. Puis quand ça fait 2 jours ou 3 jours que tu cours là-dedans, il y a un moment où ça devient obsessif. Voilà, une obsession et voilà, ça a vraiment été un effort long, continu. Pas le plus difficile. Finalement, on court très doucement, on n'est pas avec un rythme cardiaque élevé, on peut manger. Mais voilà, après, quand on s'arrête pendant 3 jours, on continue de courir encore dans sa tête la nuit, quoi. Voilà, Wow. Des hallucinations en cours de route? Pas d'hallucination parce que je me suis arrêté dormir comme il fallait. Voilà, c'est pareil. C'est-à-dire que sur un 100 miles ou sur 100 miles de montagne, on peut passer 2 nuits dehors, ça devient difficile parce qu'on voit la ligne d'arrivée, donc on peut espérer passer au-dessus, mais sur 4 jours, faut bien dormir. Donc finalement, c'est vraiment une épreuve lente au long cours. Voilà. Tantôt, tu as parlé t'allais faire le tour du monde avec ta femme. Parlons rapidement des défis d'avoir des relations, être entrepreneur puis être coureur de longue distance. Déjà, être entrepreneur, c'est un défi, être en relation. Et faire en plus du longue distance sur du long terme comme ça, comment ça se passe? Est-ce que tu as des choses à dire en rétrospect par rapport à ça sur les relations de couple avec ces défis? Les relations de couple... Non, je dis ça. Je suis très bien actuellement, mais voilà, j'ai 2 enfants, 2 femmes différentes. Après, je me suis marié plus tard avec une 3e. Je suis pas un modèle de stabilité. Voilà, j'ai mis longtemps à trouver ma voie dedans. Après, il faut trouver des gens qui
dans un couple, et c'est peut-être un peu avec l'âge, après on sait qu'on trouvera pas quelqu'un comme soi exactement, que rien ne sera parfait, mais qu'il faut trouver, qu'il faut faire des compromis, des concessions et voir les bons côtés des choses. Et voilà, en tout cas, on n'arrivera pas à changer l'autre. Et on n'a pas un clone et c'est pas l'objectif. Donc, mais quelqu'un un petit peu de complémentaire et voilà, faut accepter l'autre comme il est, avec ses qualités et ses défauts. Faut espérer qu'il y ait au moins autant de qualités que de défauts. Voilà. Mais tu vois, si tu dis ça, on trouvera jamais quelqu'un comme nous, mais je pense sincèrement, j'ai été en couple avec quelqu'un comme moi, puis c'est la même chose pour toi, ça durerait pas longtemps. Je pense pas qu'on s'en durerait très longtemps. Ça peut aussi, mais voilà, mais c'est comme ça. Est-ce que tu crois qu'avoir des passions communes, exemple la course, des choses comme ça, facilite le processus là-dedans? Faut quand même avoir un socle en commun, ça c'est une certitude. Ne serait-ce que pour être au même endroit, au même moment, à certains moments, aller courir ensemble, aller faire des voyages ensemble, c'est quand même important d'avoir une partie de socle en commun. Ouais. Benoît, ça nous amène vers les questions de la fin de l'entrevue. 3 questions que tu te souvenais pas tantôt quand tu es arrivé, mais je vais te les rappeler. T'as dit que c'était pas important les questions, mais les réponses. Alors, en fait, c'est quoi pour toi être une machine? Donc c'est là où je me dis que j'aurais dû réfléchir avant. Mais une machine, c'est quelque chose qui fait quelque chose de répétitif, qui peut répéter la même opération un certain nombre de fois ou presque à l'infini. Si ce n'est que ce soit la machine humaine ou une machine industrielle, elle n'arrivera pas à le faire à l'infini. Effectivement, il faut mettre de l'huile dans les rouages, il faut la moderniser, il faut la faire évoluer. Et voilà, que ce soit la machine humaine ou la machine industrielle, le mouvement perpétuel n'existe pas et il faut toujours faut la faire évoluer. Faut la faire évoluer. Bien dit ça. Voilà. Cool. S'il y avait un livre que tu recommanderais au plus grand nombre de personnes possible, qui t'a marqué, qu'est-ce que ce serait? Bon, un livre que j'ai lu plusieurs fois. Bon, je lis pas énormément, voilà. Donc, ça reste Entrepreneur malgré moi de Yvon Chouinard, qui est le fondateur de. C'est Guy Baillargeon qui a dit ça. C'est le fondateur de Patagonia. Ouais. Et voilà, je suis tombé dessus une fois et je l'ai lu et je l'ai relu après. C'est aussi une histoire passionnante sur le thème dont on parle aujourd'hui, entre quelqu'un qui était entrepreneur, sportif aussi, hein, on le connaît surtout plus au côté entrepreneur, mais en termes de sport, en termes d'escalade, il a ouvert des voies dans le Yosemite et un petit peu partout dans le monde. C'était un très très bon grimpeur. L'histoire de Patagonia a commencé comme ça. Il a commencé à fabriquer des speeds pour lui-même, des systèmes d'assurage et d'escalade qu'il a commencé à commercialiser, à fabriquer en plusieurs exemplaires, qu'il a vendu par la poste, et puis l'entreprise s'est constituée comme ça au début, à travers sa passion et à travers sa capacité à être entrepreneur. Voilà. Très cool. S'il y avait une chanson sur le soundtrack de ta vie, là tout le monde me dit il y aurait plusieurs chansons, mais à ce moment-ci de ta vie, si ta vie devait se terminer demain, ce serait quoi? Une chanson? Ouais. Oh là là. Alors là, j'en sais rien. Là, j'aurais dû. Là, tu lis pas et t'écoutes pas de musique, c'est ça? Si, mais j'écoute la radio, j'écoute ce qui passe, mais j'écoute pas forcément toutes les paroles. J'aurais de la difficulté à répondre à cette question. Moi aussi, j'aurais de la misère. Non, ça va peut-être me revenir après la prochaine question. C'était la dernière. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est-tu qu'on fait une chose ensemble? T'as le temps d'y penser dans ton périple de Montréal en Gaspésie. Voilà. T'as le temps d'y penser. Puis tu peux nous revenir, puis on va la mettre dans la description de l'émission. D'accord. Très bien. Je vais réfléchir, alors, ouais. C'est peut-être une chanson du Québec. Ce matin. Voilà, c'est ça. Noir désir. Noir silence, c'est quoi d'autre? Je sais pas. Un blé pingouin. Merci infiniment d'être venu. Je te souhaite une super aventure bonne course en Gaspésie. Et fais-toi l'oreille à la langue québécoise en Gaspésie. Ouais, il y a un bon accent. Ouais. Mais je suis venu pour ça, surtout pour découvrir les cousins québécois. C'est pas si mal, c'est pas. Et après que je rigole, enfin, les Français rigolent de votre langue, mais ça se trouve, vous parlez mieux français que nous. Hein, ça, c'est toujours étonnant. Nous, on rajoute un ami plein d'anglicismes. Enfin, voilà, mais vous, c'est impossible et chaque chose reste 100% en français pur et c'est ça qui est marrant.
Est-ce que tu t'attendais à voir des traîneaux à chiens puis des raquettes ici? Parce que tout le monde pense qu'on vit au Québec puis c'est l'hiver. Mais je pensais qu'il ferait plus froid, effectivement, que ce qu'est là. Ouais. Ben, bienvenue, puis bonne chance pour ta course, puis merci infiniment d'être venu aux machines. Merci. Merci. Alors, bonne semaine, merci beaucoup. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.